Alors je suis arrivé dans cet endroit avec ma mère. J'aurais dit communauté à l'époque, je dirais secte aujourd'hui. Au fond, j'étais comme un poisson dans un bocal et c'était la seule chose que je connaissais. Et même si je me sentais enfermé dans le bocal, je n'étais pas conscient du monde qui pouvait exister en dehors de ça. J'étais quelque part dans ma tête enfermé là. Après, ce qui est plus douloureux, c'est de se dire, on a fait ça, mais pour le bien-être d'un psychopathe. Ça, c'est un peu moins rigolo. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je suis Nicolas Zibo et je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. De toutes les prisons, probablement celle de laquelle il est le plus difficile de s'évader est la prison mentale. Si le bouddhisme est généralement considéré comme une voie d'éveil, d'ouverture, un peu comme n'importe quelle religion, il connaît lui aussi ses dérives sectaires. Sous prétexte de proposer un cadre propice au travail spirituel, des enjeux de domination et d'emprise très graves peuvent se déployer dans certaines circonstances. Tout n'est pas toujours rose au pays des bouddhistes. C'est dans cet environnement vraiment particulier qu'a grandi Ilios. Il a passé toute son enfance dans une bulle avant de parvenir à s'en échapper, au gré de circonstances pas toujours heureuses, et aussi de tourner le dos du même coup aux pratiques contemplatives qui lui rappelaient un peu trop son enfance. Cette prise de distance a été nécessaire, salutaire, thérapeutique même, et ce n'est que bien plus tard, et de façon un petit peu inattendue, qu'il va renouer avec la méditation, notamment par la science. De l'enfermement sectaire jusqu'à la découverte d'une voie spirituelle authentique et sans gourou, voici l'histoire d'Ilios. Alors, je m'appelle Ilios et je suis né en 1973 à Hambourg, d'une maman allemande et d'un papa grec qui était parti sur un bateau et qui avait été en Allemagne. Et j'ai pas énormément de souvenirs. Je sais que j'étais malade, beaucoup petit, mais j'ai pas tant de souvenirs de cette époque de l'Allemagne. Et puis, ma mère est partie avec mon père en Grèce. Je me souviens de la Grèce, je me souviens d'un jardin et de jeux dans l'eau. C'est en Grèce que ma mère a rencontré un enseignant belge de bouddhisme tibétain et qui lui a demandé de venir dans un endroit dans le sud de la France. Et je suis arrivé dans le sud de la France à l'âge de 3 ans et demi. Et c'est là que j'ai passé une assez grande partie de ma vie, jusqu'à mes 17 ans. J'ai pas quitté le département, en fait. De mes 3 ans et demi à mes 17 ans, j'ai pas quitté ce département, dans les gorges du Verdon. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, dans les temples, avec les prières, les bougies. Alors au début, on n'avait pas d'électricité. Et donc la lumière, c'était avec des bougies. On devait marcher quelques centaines de mètres pour les toilettes sèches. C'était une vie au début assez simple et qui était rythmée par se lever le matin, tôt, à l'aube, aller dans un temple où on chantait des prières en tibétain. Et donc j'ai appris à lire le tibétain d'ailleurs. Je ne comprenais pas ce que je racontais, mais je sais toujours lire les lettres en tibétain. Et donc une vie un peu magique aussi, avec les montagnes autour. C'est bizarre de revenir sur le passé comme ça, parce que j'ai en même temps des très beaux souvenirs au fond de la nature, de mon lien avec la nature. Et en même temps, c'est difficile aujourd'hui de ne pas le relire avec la suite des événements. Alors le rythme de vie, il n'y avait pas d'école communale, ainsi de suite. C'était dans la montagne, on était à une quinzaine de kilomètres de la petite ville Castellane la plus proche. Et l'enseignement était donné par une institutrice qui était de la communauté sur place. Et donc, on se levait le matin, on allait au temple, on avait des activités. En fonction de l'âge, en fait, on participait aux activités comme couper du bois pour le feu. Alors, le lien avec la spiritualité ou le sacré, j'imagine qu'il était un peu étrange. Tout jeune, c'est quelque chose qui était très fort, au fond. Se lever, le chant des prières. Et puis,
même si c'était du bouddhisme tibétain, ou peut-être à cause du bouddhisme tibétain, il y avait toute cette idée des énergies de la montagne, des énergies de la forêt, de ce qu'on amenait dans la montagne, des offrandes. Et donc j'avais, en tout cas moi, cette perception, cette sensation que le monde dans lequel j'étais était un monde magique. Si je pense aux pratiques vraiment, c'était très différent par contre, parce que les pratiques étaient comme elles étaient imposées. Je chantais des prières en tibétain, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire, et avec le temps, de moins en moins. Et je crois que mon rapport aux pratiques contemplatives formelles, c'était plutôt un rapport d'obligation. Je faisais les choses parce qu'on me disait de les faire. Et donc il fallait aller au temple, il fallait chanter les prières, il fallait les apprendre, il fallait jouer des cymbales. Et donc il y avait toute une partie de rituels qui n'avait pas beaucoup de sens. Et on n'avait pas beaucoup de relations en dehors de l'endroit. Les quelques fois où on a vu des enfants ou d'autres, c'était hyper exceptionnel. Et donc on était vraiment dans cet endroit au milieu des montagnes, et on pouvait ne voir personne d'autre pendant des mois et des années. Je crois que je suis sorti, je ne suis pas sorti du département pendant presque une quinzaine d'années, et que je crois que j'ai dû voir 2 films ou 3 films dans ma vie. Les quelques fois où en lien avec des enfants des environs, on les voyait par exemple la première fois, je m'en souviens encore, un enfant arracher les pattes d'une mouche. Pour nous c'était impensable en fait. Au fond, j'étais comme un poisson dans un bocal, et c'était la seule chose que je connaissais. Et même si je me sentais enfermé dans le bocal, je n'étais pas conscient du monde qui pouvait exister en dehors de ça. J'étais quelque part dans ma tête enfermé là. Alors je suis arrivé dans cet endroit avec ma mère et pas avec mon père. Et dans cette... alors j'aurais dit communauté à l'époque, je dirais secte aujourd'hui. En même temps, c'est toujours compliqué, puisque pour les personnes qui vivent là et pas pour la personne qui dirigeait, c'était une communauté et les gens n'étaient pas... Ils étaient venus pour un idéal spirituel. Et ma mère était venue là pour ça, mon père était resté en Grèce, et je l'ai très peu vu, c'était très fermé au fond en nous. Et alors ma mère, elle s'est très vite été la personne qui s'occupait des enfants. Donc j'ai vécu avec plein d'enfants, on était dans des dortoirs communs, je vivais avec eux. Avec la particularité pour moi, c'est que ma mère, je n'appelais pas maman en fait, je ne l'ai pas appelée maman pendant toute mon enfance, puisque c'était la personne qui prenait soin de tous les enfants. Elle tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas de favoritisme, et donc j'avais une maman qui, pour être juste, devait me considérer non pas comme un fils particulier, mais comme un parmi tous les autres enfants. Pour moi, ça a été par la suite une forme quand même de tension. J'aurais bien aimé avoir ma maman pour moi et pas de choses. Et en même temps, avec toutes les choses affectives, les souffrances, les manques que j'ai eus, ce que j'en ai retiré, je pense que ce qui a guidé ma vie et que j'attribue à ce que ma maman a donné, c'était une confiance de fond inébranlable sur le fait qu'il y a du bon dans l'existence. Je ne sais pas le dire autrement, vraiment, c'est ce que j'ai toujours eu, quelles que soient les souffrances, difficultés, problèmes qui me soient arrivés. Je savais au fond de moi, c'était une certitude, ce n'était pas une question qu'il y avait du bon dans la vie. Je crois que j'ai fait ce lien, en tout cas, je me dis, tiens, dans la tradition bouddhiste, il y a l'idée que cette nature de Bouddha, comme on le dit, c'est ce fond fondamental qui est chez tout le monde, qui est lumineux, et qui était en lien quelque part avec quelque chose que j'ai reçu de ma mère. Donc voilà, j'ai eu cette chance, en fait, de recevoir ça. Recevoir ça, ça fait partie de mon ADN, de mon existence, l'idée que quoi qu'il arrive, la lumière est toujours là, quelles que soient les ténèbres de l'existence, quelles que soient les difficultés, quelque chose de bon. Et ça, j'ai une gratitude immense pour ça. Je me dis, c'est un trésor inestimable qui m'a accompagné pendant toute ma vie. Alors, j'ai très peu vu mon père de mon enfance. Je me souviens, est-ce qu'il est venu 1 fois, 2 fois à l'endroit où j'étais? Mal accueilli, évidemment, puisque les gens qui venaient du dehors, comme on disait, n'étaient pas très, très bien accueillis. Et donc je ne me souviens pas grand-chose de lui. En réalité, la personne qui était considérée le rôle du père dans cet endroit, c'était l'enseignant spirituel. Et donc, d'ailleurs, et ce qu'il y a de terrible, on pourrait dire comme trahison, c'est que on l'appelait papa. Et donc il faisait en sorte que les enfants l'appellent papa, que les jeunes filles desquelles il est abusé l'appellent papa. Et donc c'était une drôle de schizophrénie en fait. Voilà la personne qui était censée prendre soin de nous, qui représentait pour nous l'idéal d'un père qui prenne soin, et pas seulement ça, une figure spirituelle en fait, un guide en même temps qu'un père, un guide. Je pense que c'était une des grandes douleurs de la vie, c'est ça, c'est de se dire on peut faire tellement confiance, et cette confiance elle peut être trompée
à la hauteur de ce qu'on y avait mis. Ilios sent ainsi peu à peu que quelque chose cloche dans la communauté, mais un événement en particulier va accélérer ce décalage et aussi la perception qu'il a du guide. À l'âge de 16 ans, j'habitais toujours là, dans les gorges du Verdon, et ma mère, on lui découvre un cancer, et donc elle va voir un médecin beaucoup trop tard. Elle se plaint depuis longtemps, elle va le voir trop tard. Elle va aller en Belgique, mais là, très peu de communication. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tout ça. Et je vais la voir une fois. Elle est très faible. Je m'en souviens, elle était très faible, déjà très malade. Mais l'adolescent que j'étais, je devais avoir 15 ans, un peu avant 16 ans, qui était là, je ne me rends pas compte, évidemment, de la gravité, d'à quel point le cancer est une maladie qui emporte rapidement. Je ne sais même pas ce que c'est que le cancer. En tout cas, c'est un moment qui a été très marquant pour moi. Je repars de là, dans le sud de la France, une des premières fois où je vais quitter l'endroit. Et puis, quelques temps après, on me met dans une voiture et on me dit, voilà, une chose de grave est arrivée. Et après une 12aine d'heures de route, je descends de la camionnette blanche et on me dit, ta mère vient de mourir. Alors là, évidemment, ça a été un choc violent. Et je crois tellement violent que la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'est fermer une porte, au fond, à la sensibilité, au ressenti. C'était quelque part ma mère qui était vraiment tout pour moi. C'était voilà, l'immense soleil de mon existence, hop, disparu en une fois, sans que j'ai pu la voir. Et puis, pour couronner le tout, je reviens là dans le sud de la France, et l'enseignant, ma sœur et moi, nous prend et nous dit « Je vais m'occuper de vous, je vais prendre soin de vous ». Évidemment, il n'a rien fait du tout. 1 an après le décès de notre mère, le leader de la communauté nous dit « Écoutez, votre père a eu un accident, il est mort, il faut que vous alliez en Grèce », et il nous fait comprendre qu'il y a peut-être un héritage à aller chercher, et donc ça serait bien qu'on aille s'en occuper. Alors on va se rendre en Grèce, ma sœur et moi, et en y allant, ça va être un voyage assez dramatique, puisqu'il y a des cousins éloignés qu'on va retrouver, une dame qui s'est occupée de notre père, et qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va apprendre là-bas qu'il n'a pas eu d'accident, mais qu'il s'est suicidé, avec beaucoup de détails. Et surtout, des gens vont nous dire, oui, il s'est suicidé parce qu'il était triste d'être éloigné de vous et qu'il ne pas avoir des liens avec vous. Alors là, une culpabilité, évidemment. Je me rends compte, en fait, que je suis en colère contre lui, que je lui en veux de ne pas s'être occupé de nous, mais que je me sens coupable d'en vouloir à quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Et puis je me sens coupable moi-même de ne pas avoir été là pour lui. Donc il y a tout un mélange d'émotions en moi, mais dont je ne suis pas conscient. Oui, la vie reprend son cours, et puis la force que j'ai de me baser sur cette sensation qu'il y a toujours du positif dans tout, ma capacité à voir les choses belles, et j'ai toujours gardé la joie que j'ai de la vie en elle-même, elle me nourrit, et en même temps une partie d'évitement dans tout ça, j'en ai pris conscience très longtemps après, donc ce côté joyeux, positif, lumineux a une base réelle. Et puis il y a une partie de ça qui est ne pas vouloir être connecté à ce qui est douloureux. Donc il y avait ces deux parties qui étaient là. La vie continue, je vais faire plein de choses différentes, je vais apprendre à tailler des pierres, je vais construire des linteaux de portes et des tours de portes de maisons traditionnelles en pierre. Et puis à mes 17 ans, je suis envoyé en Belgique pour aller travailler dans un grossiste de produits bio, dans la banlieue de Bruxelles, à Wezenbeek-Oppem. Je dis envoyé parce qu'on ne décidait pas, hein, on les dirigeait, on disait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et là, tout à coup, je vais me trouver projeté dans la banlieue d'une ville, du jour au lendemain, où je vais travailler dans les entrepôts d'un grossiste en produits bio. Il faut charger des palettes, mettre du riz dans des petits paquets, les refermer du matin au soir, même le week-end, en vivant dans un petit endroit qui est au-dessus des entrepôts, une pièce de 2 mètres carrés, sans fenêtre. Et en même temps, je vais rencontrer des gens, sortir. Le fait d'avoir travaillé, même beaucoup, sans être payé, en soi n'est pas un problème, si vraiment on l'avait fait comme on nous le disait, pour le bien, l'expression consacrée, pour le bien de tous les êtres. C'était ça, hein, dans l'idée qu'on fait construire des monastères, qu'on aide des gens en difficulté. Après, ce qui est plus douloureux, c'est de se dire,
on a fait ça, mais pour le bien-être d'un psychopathe. Ça, c'est un peu moins rigolo. Moi, je passais souvent les fins de semaine, ou si j'avais du temps, ou je ne travaillais pas, pour aller travailler un peu dans les jardins des gens des alentours, et qui étaient des gens très très chouettes. Je rencontrais des gens super. Et donc, je me suis acheté une guitare comme ça. Je me suis aussi acheté une moto. Et le premier jour où je suis sorti, je me suis cassé la jambe. Et je me suis dit, zut, la première chose, je me suis dit, zut, je me suis cassé la jambe, je ne pourrais pas aller travailler demain. Alors, je téléphone de l'hôpital où on m'avait emmené, et puis j'avais pas d'assurance, il n'y a pas de protection sociale, pas de maladie, puisqu'on travaillait avec aucun statut. Et alors j'étais très embêté en disant, je suis désolé, je me suis cassé la jambe, je ne vais pas pouvoir venir travailler. Et puis par la suite, j'ai dû aller travailler dans les jardins et ainsi de suite, parce qu'on recevait un tout petit peu d'argent pour les médicaments, pour des dépenses et ainsi de suite. On m'a dit là, tu n'as plus droit à rien, il va falloir que tu rembourses les frais que tu as occasionnés par ton accident. C'était intéressant. Dans ces moments, ces années de ma vie en Belgique, je suis pris d'une soif d'apprendre terrible. Et là, je découvre tout un monde plutôt relié à la psychologie et ainsi de suite. Et il y a un médecin qui habite dans cette communauté en Belgique, qui m'a pris en amitié, et qui, lui, je le vois tous les mois. Et tous les mois, il prend un livre de sa bibliothèque, il me le donne, je le lis, et puis je reviens, et on en discute. Et moi, qui suis un ado de 17 ans, il me parle tout à fait, il me prend au sérieux, il considère mon envie de découvrir ce monde-là, de la psycho. J'ai déjà l'idée de plus tard en faire quelque chose. Et puis ça commence à créer une tension, puisque moi, je me nourris de plus en plus, j'ai envie d'autre chose, je nourris une partie de moi qui a besoin de ça. Et l'endroit où je travaille, il y a un directeur local de cet endroit de produits bio qui, lui, voit d'un mauvais œil mes velléités d'émancipation. Et puis j'ai l'esprit très rebelle, avec tous ses mauvais côtés, l'esprit de contradiction, l'esprit rebelle. Et à un moment, il va me dire, écoute, ton énergie nous dérange. Et je me souviens du jour où je lui réponds, mais écoute, si ça te dérange vraiment, alors je m'en vais, je vais faire autre chose. C'est vrai que c'est un point de bascule, où on va avoir cette grande discussion, où je lui dis, écoute, mais mon travail, je le fais quand même, je fais ce que tu veux, je finis mon travail, tu dis que je fais un tas d'autres choses, mais je fais ce qu'il faut, et en quoi ça te dérange? Il me dit, non, c'est ton énergie qui dérange. Et donc c'est là que je me dis, mais peut-être que ma place n'est plus ici. Et à ce moment-là, cette décision, je la prends à ce moment-là. Alors à l'époque, on ne part pas de quelque part comme ça, sans demander l'autorisation à l'enseignant. C'est bizarre pour les gens qui n'ont pas vécu ça, ça ne se comprend pas, mais c'est pas imaginable en fait. C'est l'enseignant à qui on va demander. Et puis il va arriver exactement dans les mêmes semaines une descente de police où tous les endroits de la secte vont être visités par la police. Il y a eu une plainte, et ainsi de suite. Et donc l'enseignant va être mis en préventive. Alors moi-même, je suis emmené, comme tout le monde, et on va être séparés, chacun dans un endroit différent, pour que la police nous interroge, puisqu'ils veulent avoir des informations, essayer de lutter contre les dérives sectaires. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai parlé aux policiers, et ainsi de suite, et sans bien sûr qu'on ait besoin de me le dire, personne n'a besoin de me briefer. Ce que je vais faire comme tout le monde, c'est que je vais inventer une histoire et je vais tourner l'histoire pour défendre cette personne parce que je suis convaincu comme tout le monde qu'en fait il est l'objet de jalousie, que ce monde ne le supporte pas parce que lui veut amener le bien et qu'on lui en veut et ainsi de suite, tout ce qu'il nous a raconté. Et j'en suis profondément encore convaincu malgré tout ça. Donc je vais raconter, je ne sais plus ce que j'ai raconté, mais je vais uniquement raconter ce qu'il faut pour le défendre. Alors là, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est que je me dis, en même temps, je veux partir, en même temps, il va passer du temps en prison, et je me dis, si je dois attendre qu'il en sorte, je ne partirai jamais. Donc, quelque part, peut-être que c'était pas très courageux, mais c'était l'instinct de survie, j'en profite pour partir à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas moyen de lui demander. Et donc, je me dis, puisque je ne peux pas demander, c'est que je peux partir. Et je pars à ce moment-là.
quitter un endroit comme ça, les murs autour d'une communauté sectaire, ils sont très hauts, parce que ce ne sont pas des murs physiques, ça c'est dans les fantasmes, en tout cas chez nous, on imaginerait qu'on va être suivi, ainsi de suite, ça n'a rien à voir avec ça, au fond, c'est que les murs ils sont à l'intérieur, c'est en ça qu'ils sont durs à franchir, c'est comme quitter en même temps son père, sa famille, toutes les références que j'avais, elles étaient là. Et pas seulement les références affectives, matérielles, c'est vraiment le sens de mon existence, au fond, ce pourquoi j'avais été élevé quelque part, tout était là, donc j'avais grandi dans l'idée que j'allais mettre ma vie au service d'un éveil spirituel, parce que c'était vraiment ça, dans les chemins de cet enseignant-là, qui était ce qu'on appelait le maître Racine. Donc on met vraiment sa vie dans les mains de quelqu'un, et donc cette personne devient plus importante, notre père, notre mère, ça représente en fait tout. J'imaginais, s'il m'aurait dit de couper mon bras, j'aurais essayé de couper mon bras, ça paraîtrait anodin comparé à l'éveil, qui était la chose la plus importante. Donc ma vie construite pour ça, et là tout à coup je vais... En une fois, c'est le premier geste où j'envoie balader une grande partie de mon passé. C'est à ce moment-là que Ilios tourne le dos véritablement à la communauté. Il ne reverra d'ailleurs plus jamais le gourou qui s'est par la suite établi en Espagne, un pays où les traités le protègent d'une éventuelle extradition vers la Belgique. Après s'être libéré de l'emprise, c'est une autre vie qui commence pour Ilios avec une nouvelle étape marquée à la fois par des rencontres décisives et une soif toujours plus grande d'apprendre. Je me souviens quand je suis en Belgique, je m'intéresse aussi à plein de choses. Je m'intéresse au stress chez les étudiants, je m'intéresse à la préparation mentale chez les sportifs de haut niveau. Je vais rencontrer un homme qui a créé une entreprise qui s'intéresse à la gestion du changement. Et parce qu'on me parle de lui, il n'est pas très loin de là où j'habite, et puis je vais aller le voir en rendez-vous. Alors j'arrive pas à le voir, il y a les secrétaires, il y a tout ça, et moi je sais au fond de moi, j'avais cette grande détermination, je pense que j'ai hérité de cette aventure de ma vie. Donc je dis non, je savais que c'est lui que je devais voir, je me dis non, et je pense que je vais téléphoner 50 fois, je vais au moins 20 fois me déplacer, jusqu'à ce que je le rencontre. Et là aussi, quelqu'un qui me donne ma chance, alors je n'ai jamais été dans une entreprise de ma vie, je ne sais même pas ce que c'est, et il me dit tiens, ce que tu fais m'intéresse. Il me dit viens, tu rejoins mon équipe, je crée une équipe qui s'intéresse au changement dans les organisations. Il me dit il y a une conférence chez une grande entreprise qui s'appelle SAP pour le détail. Il me dit c'est une conférence sur le changement et je te propose de parler là et puis on verra après. Alors il me prête un costume, j'avais jamais eu de costume de ma vie, mais c'était années 70, le sien, années 70, avec des grands pantalons, une cravate avec plein de fleurs. Et moi j'avais une barbe, les cheveux longs. Et je m'amène à vélo avec mon costume années 70, ma grande cravate à fleurs. Et à la fin de la conférence, j'étais vraiment l'attraction de l'endroit. Alors, et donc le recul, ça me fait sourire parce que au début, je pensais peut-être que j'avais bien parlé, mais je crois qu'ils sont surtout dit, mais c'est qui cet extraterrestre qui vient de débarquer parmi nous? Et ce qui m'a sauvé aussi, c'est que l'enthousiasme, en fait, l'enthousiasme et l'honnêteté, ça a toujours eu plus d'importance que les diplômes, les papiers, ainsi de suite dans mon existence. C'est que les personnes savaient bien que j'avais ni titre ni rien, mais j'étais tellement enthousiaste de ce que j'avais découvert, ce que j'avais envie de partager, que cet enthousiasme était communicatif. Et puis après, ce directeur-là m'a dit, écoute, viens travailler avec nous. C'était très chouette. Il m'a vraiment donné ma chance. Voilà un homme qui savait donner la chance et reconnaître que parfois les êtres cabossés, bizarres ou étranges qui étaient devant lui avaient aussi un potentiel. C'est une chance dans la vie. J'ai eu cette chance-là tellement de fois. À cette époque de ma vie, j'avais besoin de livres à l'américaine qui nous disaient « Tout est possible, si tu veux, tu peux, et la puissance illimitée est en toi ». Et en vérité, les mains qui sont tendues ont été certainement plus importantes que ça. Les deux étaient nécessaires. Sans ces mains tendues, rien ne serait arrivé. Il fallait que je les saisisse. Mais pour pouvoir rester debout et saisir les mains, j'avais à ce moment-là besoin de croire que tout était possible, même quand les conditions extérieures n'étaient pas réunies. Alors le chemin intérieur pour me reconnecter à ma tristesse et une partie de ma sensibilité, ça a pris du temps et
Et c'est passé en grande partie au travers d'un tas de stages que j'ai suivis. Je me souviens d'un stage c'est un stage que j'avais suivi où on devait laisser ses clés, il fallait tout laisser, quelqu'un me l'avait offert. On devait tout laisser, et c'était hyper intense. Donc on était genre de 7h du matin jusqu'à minuit, 1h du matin de nouveau. Il y avait très très peu de sommeil. En fait, tout ce qu'on peut imaginer qui fonctionne très bien pour conditionner quelqu'un. On est tout le temps ensemble, avec très peu de sommeil. Si tu arrives une seconde en retard devant les portes, elles sont fermées, tu es exclu du groupe, et ainsi de suite. Et en même temps, avec un tas de processus émotionnels très forts, avec la musique, et ainsi de suite, de manipulation, on pourrait dire aussi. Mais dont toute une partie du stage, je me souviens de celui-là, était reliée au lien avec les parents. Et donc où on va représenter une personne, de la difficulté avec laquelle on est, par quelqu'un d'autre, ou par une chaise vide, ça peut être aussi, et cette personne va jouer un rôle. Et je me souviens d'un stage, justement, il y a des personnes qui vont jouer, on est nombreux, on est peut-être une cinquantaine, une centaine, il y a des personnes qui vont jouer le rôle de mon père, des personnes qui vont jouer le rôle de ma mère, et ça va être la première fois où j'aurai l'occasion de me reconnecter à ce que je ressens à ce moment-là par rapport au décès de mes parents. On va dire ça va craquer quelque part un peu la carapace que je me suis mise. Et étonnamment, dans le cas de mon père d'abord, où je me rends compte à ce moment-là, quelque chose qui n'est pas du tout conscient chez moi, c'est que au fond de moi, j'ai une colère contre mon père de ne pas avoir pris soin de nous, mais en même temps je me sens coupable d'être en colère contre quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Ces occasions-là, ça va être comme si j'avais un fantôme. Voilà, la mort de mes parents, c'était 2 fantômes, en fait, desquels je me tenais loin, mais qui agissaient sur ma vie à mon insu. Et là, je vais tout doucement ouvrir la porte du jardin intérieur et me confronter, au fond, à ce qu'il y a de douloureux. Et puis, je vais me réconcilier avec ça, et avec le décès de ma mère aussi, d'ailleurs, je me rends compte qu'une grande partie des dépendances affectives que j'ai dans la vie, envers les autres, viennent de ça, viennent du fait de ne pas avoir reconnu cette grande douleur-là. Et donc, en réaction de certaine manière, je vais chercher à l'extérieur une forme de sécurité. Bon, c'est pas très effectif, hein, mais c'est ce que je vais faire. Et le fait de me reconnecter avec cette douleur-là, très grande du décès de ma mère, va me permettre justement de la réintégrer dans ma vie. Et donc de tout ce qu'elle m'a apporté, de la richesse de ce que ça a été, de tout ce qu'il y avait de beau et de bon, mais auquel je n'étais pas consciemment connecté, puisque ça m'aurait forcé à me connecter avec la douleur. Étrange, hein, peut-être. Hein. C'est les deux côtés c'est comme les deux côtés d'une même pièce. Il y a la douleur d'un côté, mais il y a toute la richesse à la hauteur de la douleur de l'autre. Et je me privais, moi, de la richesse, évidemment, en n'étant pas capable de toucher la douleur. Comment je vais vivre avec tout ça? Au travers de stages, au travers parfois de retraites, de pratiques méditatives, de voyages, de cette confiance dans la vie, et de cette idée que j'ai envie de le partager à d'autres. Ça, je l'ai depuis longtemps, donc j'aime ce partage-là, j'ai envie de me mettre en lien avec les autres, j'ai envie de leur partager, donc ça donne un fil qui est là toujours présent. L'idée qu'on peut se réconcilier avec l'ombre qui est en nous, et que... ça paraît peut-être bateau dit comme ça, mais se dire que l'ombre est toujours là, mais que tant que je fuis l'ombre, d'abord c'est pas possible, mais j'en suis prisonnier d'une certaine manière. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui éclaire, ça éclaire l'ombre aussi. Et puis le fait de l'apprivoiser rend les choses plus fluides. À ce stade du récit, vous l'aurez remarqué, on a encore peu parlé de méditation. C'est qu'en fait, Ilios s'en est détourné après être sorti de la communauté tibétaine quelques années auparavant. Dans sa vingtaine, il poursuit d'autres voies, se connecte à d'autres traditions, il va enchaîner les stages et les formations, et puis finalement se reconnecter avec la méditation avant lui-même de l'enseigner à son tour.
suite du départ de la communauté, je ne vais plus avoir de pratique formelle de méditation, mais déjà en Belgique, il n'y a plus de pratique formelle. En fait, quand je quitte le sud de la France, que je vais en Belgique, là, mes pratiques ne sont plus des pratiques formelles méditatives telles qu'on me les a apprises. Je vais avoir tout un moment où au contraire, je vais avoir un grand recul par rapport à tout ça, et même, je vais avoir des sentiments assez anti-religieux, je vais voir du dogme partout, je vais très vite voir l'emprise partout, j'en garde une sensibilité un peu à fleur de peau de tous les mouvements de groupe et de tout ça. Et c'est vraiment la science qui me réconcilie avec la méditation. C'est les recherches dont je vais découvrir les recherches sur la pleine conscience. Et là, tout à coup, je me rends compte que il est possible de méditer d'une manière qui n'est pas sans emprise, sans religion, sans tout ça. C'est la promesse de retrouver quelque chose. Alors que les pratiques méditatives, elles vont faire partie plutôt de ma bonne santé psychologique, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elles me rappellent que j'ai un cerveau qui est tout le temps dans le futur, qui est tout le temps en train d'imaginer ce qu'il y a après, que j'ai à peine fait quelque chose. Et c'est toujours d'ailleurs le cas maintenant. La capacité à revenir au présent est un peu plus travaillée, mais mon cerveau, il est dans le futur. Le travail qui m'a vraiment réconcilié avec ma sensibilité, je l'ai fait plus tard dans ma vie. Je pense que je vais déjà avoir proche de la 25-30 ans. Je vais découvrir un travail sur le mouvement. Je vais arriver dans le loft un lundi soir d'une danseuse à Bruxelles où tous les lundis pendant 3 heures, il y a un genre d'atelier dirigé par un chorégraphe et danseur contemporain et qui travaille là qu'avec des comédiens et des danseurs d'ailleurs, où l'idée c'est comment est-ce qu'on apprivoise la sensibilité, le sensible et les émotions au travers du corps. Et là tout à coup, c'est un rapport au corps complètement différent. C'est un rapport au corps qui est fait de présence, d'attention. Et puis, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est surtout ça. C'est qu'on va vivre des choses très, très simples. Hein. Il va nous mettre en situation. C'est beaucoup de la musique, beaucoup à deux. Ou se rendre compte, par exemple, que tiens, si tu veux être présent à l'autre, il te faut être présent à toi-même. Mais c'est pas parce qu'il nous le dit. C'est qu'on se rend compte en mettant sa main proche d'une personne pour danser que si on n'est pas vraiment, vraiment présent, le mouvement, il n'y a pas de mouvement. L'autre, c'est pas bouger. Et puis je vais aussi expérimenter comment est-ce qu'on peut traverser toutes les émotions. Je peux traverser là vraiment la tristesse. Pas y rester, mais la traverser, je peux passer par la tristesse, par la colère, par des émotions que je connais très peu au fond. Je ne les connais pas, je les ai pas apprivoisées, donc là c'est possible. En une seule danse, on peut traverser toutes les émotions. J'ai besoin de quelque chose qui passe par le corps, j'ai besoin de quelque chose qui court-circuite, alors que la méditation, quand bien même elle est dans le corps, et quand bien même elle nous invite à la présence, pour moi, c'est encore, j'ai besoin de quelque chose de plus radical. Et je pense que c'est vraiment ça qui va me ramener, me reconnecter avec la dimension première de mon expérience. Je vais aller en Inde en 2003, je pense. Et le médecin qui est la personne qui me passait des livres avec le verre de vin, il me dit, écoute, va en Inde, ce sera intéressant pour toi. Il va prendre une feuille de papier avec laquelle je suis vraiment parti, il va dessiner l'Inde, juste comme ça. Il va me mettre 2 points dessus. Il me dit, va là-bas. Et je vais partir comment ? Je vais partir, alors, facile pour un occidental qui a des moyens, mais je pars avec un peu d'argent, mais avec rien. C'est-à-dire, ma présentant dans ma poche, j'essaie de prendre ni bagage, pas de guide de l'Inde, rien du tout. Je me dis, je vais vraiment faire ça comme un voyage initiatique où je vais partir, je vais laisser l'Inde me diriger avec le petit papier qu'il m'avait donné. Et puis, je vais laisser l'Inde me guider, ça va être un voyage extraordinaire. Et pourquoi ? Une des raisons principales, c'est que je me rends compte en allant en Inde que la seule chose dont je rêve au fond de moi, c'est qu'il y a un gourou qui m'attend sur le bord de la route et qui me dit « Ilios, je te reconnais comme mon disciple, viens, je vais t'amener sur le chemin de la vérité ». Et je me rends compte, c'est ça qui est là en moi. Quelque part, tout ce que j'avais quitté, ça n'avait pas disparu en moi. Je vais me retrouver à Rishikesh, sur les bords du Gange, et là je vais rencontrer un sadhu, un renonçant indien qui fait le tour de l'Inde comme ils le font beaucoup et qui ne parle pas l'anglais, bien sûr pas le français, mais
incompréhensiblement ou pas, on se lie d'amitié tous les deux. Il va me prendre sous son aile et m'emmener un peu partout. Et donc je vais me retrouver sur le toit de temple à écouter des récitations de textes ou de prières dont je ne comprends rien, mais qui vont me toucher profondément. Tous les soirs, je vais me mettre sur les bords du Gange et écouter la prière et les chants avec ces petites lumières. Ça va être un moment incroyable. Et là, quelque chose qui va me marquer, c'est que je rencontre un homme assez âgé et qui s'avère être le serviteur d'un des grands gourous indiens contemporains, qui est le plus grand du nord de l'Inde, qui est décédé quelques années après ça, et qui est très malade. Et il me dit, écoute, je vais t'emmener le voir. D'ailleurs, des gens m'ont dit, mais non, tu mens, c'est pas possible, il ne voit personne. Mais il va même m'emmener le voir, il est sur son lit, il est couché sur son lit, et il est déjà très malade, et il m'emmène le voir, donc j'ai ma petite audience avec lui. Puis après ça, je vois aussi le moment où il va se mettre à la fenêtre, et tous les gens qui sont en transe avec ce darshan. Et c'est pas ça qui va me toucher. Je me rends compte que c'est pas de ça, c'est pas ça que je cherche pas ce contact magique, je ne cherche pas cette... Et à un moment dans ce voyage, je rencontre un mendiant, et ce mendiant, je lui offre à manger, il va s'asseoir sur le bord de la route avec moi, et puis il y a des gens qui vont venir voir ça, ils se disent « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a tout un attroupement qui se fait autour de nous, et ce mendiant va me regarder, il va regarder l'agitation, il va sourire, il se lève et il part. Et ça a été mon plus grand enseignant de l'Inde. Alors je ne sais pas l'expliquer, ça paraît anodin, mais il m'a montré vraiment que la présence, elle pouvait être là où on est, sans rien, sans chichi, que dès que ça fait trop de bruit, dès qu'il y a trop de jeu social, ce n'était plus juste, il s'est levé, il est parti. Donc d'avoir rencontré le plus grand enseignant vivant de ce côté-là, c'est un mendiant qui m'a marqué en fait, qui m'a donné, en tout cas la leçon dont j'avais besoin, elle a été là. Un voyage marquant en mon existence, et en revenant de ce voyage-là, c'est là que j'ai rencontré ma compagne Caroline. Et c'était parfait au fond, c'était le nettoyage dont je ne savais pas qu'il était nécessaire. Je pensais être libre de nouveau, mais non. Le voyage en Inde me montre que je suis très peu libre de ce que je pensais, et va me permettre un nouveau chemin. Shri Ram Jai Ram Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jai Ram Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jai Ram Jaya Jaya Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Your turn. Merci à Elios pour son témoignage qu'on a enregistré chez lui à Bruxelles. Depuis quelques années, à mesure que la parole s'est libérée, de nombreux témoignages, comme celui d'Elios, ont décrit les sévices vécus dans cette communauté. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage vivement à voir le documentaire Bouddhisme, la loi du silence, qui a été diffusé sur Arte en 2022 et qu'on trouve encore aujourd'hui en libre accès sur YouTube. Au-delà du récit sectaire, si vous avez connecté avec le partage d'Elios et que vous souhaitez entrer en contact avec lui, sachez qu'il est le cofondateur, avec sa compagne Caroline Le Cire, de l'association de méditation Émergence, qui organise de nombreux événements en Belgique liés à la méditation, et notamment les journées Émergence qui ont lieu chaque année à l'automne. Ça va être la 16e édition cette année, les 27 et 28 septembre prochains, et le thème cette fois-ci sera « Est-il possible de vivre libre ?» Une question particulièrement en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Elios a également cofondé l'appli de méditation Présence, P-R-E-Z-E-N-S, une appli solidaire que j'aime beaucoup, je vous encourage à télécharger, vous y retrouverez notamment de nombreuses guidances d'Elios. Enfin, sachez qu'il a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur la méditation, et que le dernier, intitulé « La sagesse des petits riens », sortira bientôt aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve la prochaine fois avec l'histoire de Swazik, qui a passé plus de 7 ans en retraite, une sacrée aventure aussi. On arrive vraiment dans la pratique de la méditation, à ressentir que je est une construction, un assemblage hyper complexe, et qui s'est organisé depuis notre naissance.
Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez exprimer votre gratitude, votre dana, comme on dit chez les bouddhistes, une bonne façon de le faire, peut-être si vous êtes sur Spotify, d'écrire un commentaire sur l'épisode écouté, ou si vous êtes sur Apple Podcast, de rédiger un avis dans la section évaluation et avis, là tout en bas, après avoir cliqué sur les étoiles. On se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle histoire de méditation et de guérison. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui fait des loopings en soucoupe volante avec Raël, n'hésitez pas à lui indiquer la piste d'atterrissage. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye.